C'est bon. D'accord. Papa Bakary Sambou. S. Normalement. Aïssa Boli. Aïssa Boli. Ils nous ont demandé de les chercher. Goni Diop 23. Donc on va commencer notre programme aujourd'hui qui va se dérouler par une série de conférences sur l'intégration. Nous avons des invités du ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion du Québec qui sont là, qui vont vous donner le maximum d'informations par rapport à certaines questions. Nous avons aussi le sociologue M. Doudou, qui est là présent dans la salle, qui va vous faire une présentation sur le processus d'intégration au Québec, qui est quand même pas mal complexe. Messieurs les présidents d'association, mesdames les présidents d'association, chers invités, chers conférenciers, chers compatriotes, chers étudiants et étudiantes, je vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur, un bonheur de vous compter aujourd'hui parmi nos invités dans le cadre de la journée d'intégration de l'Association des étudiants sénégalais de Montréal. En tant que président de cette association, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que chacun de vous trouvera son compte dans les activités proposées aujourd'hui. Je parle de l'intervention d'un représentant du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion Québec, qui fera le point sur l'immigration un peu au Québec. Je parle également de la conférence sur le thème des défis de l'intégration au Québec, qui sera présidée par Doudou Sow, qui est sociologue et auteur de 2 livres sur l'intégration au Québec. Après, nous aurons un reportage aussi sous le nom de Nit Garafam sur la coopération internationale au Sénégal dans le domaine de l'éducation qui a été réalisé en 2013 par mademoiselle Elie Jolicoeur, qui est également membre du bureau exécutif des étudiants, de l'Association des étudiants sénégalais. Ensuite, s'en suivra une proposition de solution, un peu de retour pour ceux qui aspirent à rentrer au Sénégal sur un panel de discussion. Donc la proposition sera faite par M. Mamoudou Manizortiam, qui est le responsable de la communication de l'association, suivi d'une période de questions et de discussions, témoignages des anciens qui ont été là bien avant et qui ont quand même accumulé pas mal d'expérience. Et ensuite, on terminera aussi par une séance de réseautage et de dégustation des plats du Sénégal qui vous seront présentés tout à l'heure. Je commence mon intervention en présentant l'association des étudiants sénégalais de Montréal qui, depuis sa création en 2008, de 2010 à 2012, l'association est restée presque inactive, donc faute de manque de relève, c'est-à-dire que nous avons pris le bureau en 2012 et depuis là, on a fait pas mal de choses. Parce qu'il est un peu difficile dans le contexte ici au Canada, je dirais de façon générale, particulièrement au Québec, de regrouper les gens en association, dû à la pression de la vie active, dû à la pression de la vie estudiantine. Il est extrêmement difficile de regrouper les gens pour pouvoir les faire participer un peu à ces activités associatives. Mais quand même, on y arrive parce qu'on a un groupe qui est là et qui fait le travail. Donc, après avoir pris le fonctionnement du bureau, on a essayé quand même d'aider pas mal d'étudiants qui étaient pas mal perdus, en essayant de les orienter, de leur donner le maximum d'informations sur les programmes qui sont dans le Québec, parce que les systèmes sont un peu différents. Le système éducatif sénégalais et le système éducatif québécois, quand même, il y a quand même une certaine différence sur les programmes. Les étudiants étant habitués à un système éducatif typique un peu de celui de la France, arrivés ici, ils sont même déboussolés, ils ne savent même pas comment prendre un cours. C'est une fois sur place qu'il faut qu'ils soient confrontés à ces réalités-là. Donc l'association a mis en place un système de mentorat, c'est-à-dire chaque étudiant qui arrive, selon le programme que tu vas suivre, selon le programme que tu as à faire, on essaie de trouver quelqu'un qui a fait la même formation ou à peu près similaire et il essaye de travailler avec cet étudiant-là pour qu'il puisse l'aider à prendre ses cours et qu'il puisse réussir ses études. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été fait par l'association. Sinon aussi, on a eu à pas mal aider certains étudiants qui sont arrivés, qui ne savaient même pas par où se présenter pour trouver un local où loger. C'est-à-dire qu'il y a des services qui sont offerts au niveau des universités, mais la réalité sur le terrain et la réalité des informations qui sont émises sont un peu différentes.
Donc l'association a eu quand même par moment à héberger des étudiants qui sont arrivés, le temps qu'ils se retrouvent, le temps même qu'ils puissent avoir un logement au niveau de leur université. Ça aussi, ce travail a été accompli. Sinon, toujours dans le processus des missions de l'association, on a eu aussi à aider financièrement certains étudiants qui, à un moment donné, n'ont pas eu accès à leurs biens ou à leur argent qu'ils devaient utiliser pour leurs études, dû à un retard des processus administratifs au niveau des banques. Donc, il y a eu des étudiants qui sont trouvés dans une situation un peu malheureuse, mais l'association a été là quand même pour les aider de façon de manière financière, qu'ils puissent joindre les deux bouts jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver leurs avoirs. Donc c'est un peu cette assistance qu'on a pu avoir à faire, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de moyens, il faut le dire, il faut le reconnaître, parce que c'est ça, on fonctionne, on n'a pas un financement gouvernemental ou quoi que ce soit qui vient d'ailleurs. C'est vraiment les étudiants qui s'organisent entre eux. On organise des petits événements, des petites soirées étudiantes, on organise des petites soirées avec des repas qu'on vend entre nous, des petits articles pour essayer un peu de joindre les deux bouts, et avec cet argent-là qu'on fonctionne pour mener toutes ces activités-là aussi. Donc c'était une manière de présenter un peu ce que l'association a eu à faire et continue de faire jusqu'à présent. Le volet aussi très important qui nous a amené ici aujourd'hui pour la conférence, ça c'est le volet information. Je ne cesserai de le dire et je continuerai toujours à le dire. Le plus important, je pense ici, la chose fondamentale, c'est l'information. Quand on arrive ici et qu'on n'a pas l'information, on est biaisé. Moi-même qui vous parle en ce moment, j'ai été victime de cette situation. Donc je trouve que l'information est capitale. Qu'est-ce que j'appelle l'information? C'est savoir qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit le faire et avec qui on doit le faire. Et ça, c'est pas juste pour les étudiants, même pour les nouveaux immigrants reçus. Je pense que cet élément-là est fondamental. Donc, c'est l'une des raisons qu'on organise aujourd'hui cette journée d'intégration, pour permettre aux gens quand même de recueillir le maximum d'informations au niveau des structures qui existent, comme le ministère de l'immigration, et aussi avec Doudou, pour qu'ils puissent aussi fournir le maximum d'informations. En quittant ici aujourd'hui, certains étudiants sauront quand même quelle direction prendre ou le processus qu'il faut suivre pour bien réussir dans leurs études. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Je suis très honoré de vous livrer une réflexion sur l'intégration des étudiants internationaux pendant et après leurs études. Et quand le président de l'association des étudiants sénégalais de Montréal, Youssouf Baldé, m'a contacté pour me demander d'animer une conférence sur les défis et les atouts des étudiants étrangers, c'était tout naturellement que j'ai accepté d'animer cette conférence pour plusieurs raisons. La première raison, et non des moindres, c'était pour venir aussi appuyer en fait le dynamisme du président de l'association des étudiants sénégalais de Montréal, mais aussi du bureau de manière générale. Mais aussi, j'ai été étudiant dans ma vie et je continue toujours à être étudiant, puisque la formation d'un individu s'étale tout au long de sa vie. Et en même temps aussi, on est dans un cadre de réflexion, dans un cadre aussi de cheminement et dans un cadre de transmission et de partage d'informations, parce que nous sommes dans une société qui est le Canada, où il y a une forte intelligentsia. Je peux apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de moi également. Donc aujourd'hui, cette conférence vise à faire valoir aux étudiants étrangers les nombreux atouts dont ils disposent, mais en même temps les défis auxquels ils devaient être confrontés aussi pour intégrer le marché de l'emploi ou même aussi au niveau des études. Tout à l'heure, il y avait une personne du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Nadia, qui était venue parler des conditions pour pouvoir obtenir le certificat d'acceptation du Québec. Et par la suite aussi, il y a Élise Jolicoeur qui nous a plongé en fait, ou nous replongé dans notre Sénégal natal, à travers un excellent documentaire sur la coopération internationale. Donc, nous sommes ici aussi pour réfléchir également sur le bien-être en fait, de cette société, tout en pensant aussi aux défis qui nous attendent également une fois que nous décidions de retourner au Sénégal ou de rester en fait, au niveau de cette société. Donc ça, c'est un choix individuel. Pour montrer en fait, les atouts dont disposent les étudiants étrangers, je vais articuler la conférence autour de 4 axes ou 4 parties.
Donc, je décrirai un peu le contexte et les réalités de l'immigration québécoise et canadienne. Mamadou Diallo, le président des Gaïndés, disait tout à l'heure, quand on a une meilleure information, on peut accéder facilement au pouvoir. Partie 2, la politique de l'attraction et de la rétention des étudiants étrangers. Pourquoi je parle de cela? La dame qui était là tout à l'heure du ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, vous a présenté les aspects techniques du programme de l'expérience québécoise. Moi, je vais vous amener sur les raisons philosophiques qui ont amené le gouvernement libéral provincial à mettre en place le programme de l'expérience québécoise, et vous comprendrez aisément que vous êtes mieux placés, c'est-à-dire les étudiants étrangers, pour intégrer plus rapidement le marché de l'emploi que les immigrants qui ont été choisis dans le cadre du programme régulier d'immigration. Donc, ça nous amène à tout ce qui est atout et défi aussi de l'intégration. Et on va terminer la conférence sur cette fameuse question, un débat autour de la circulation du cerveau ou fuite du cerveau. Quand on décide de rester après nos études, est-ce qu'on contribue à la fuite du cerveau ou bien est-ce qu'on est dans une mondialisation où on parle plus de circulation du cerveau que de fuite du cerveau? Quand on parle du contexte de l'immigration, au Québec pratiquement, on parle de féminisation de l'immigration. Donc de plus en plus, il y a une partie très importante ou une part très importante des femmes qui décident d'immigrer. Donc les statistiques indiquent qu'entre 2004 et 2008, c'est 51,6% de la population de l'immigration récente. Et à Montréal même, on parle à peu près de 45% du total de la population féminine, donc de la ville de Montréal. Pour vous dire à quel point cette donnée devient importante dans le contexte de l'immigration. On parle aussi d'une nouvelle diversification de l'immigration. Donc, il y a 185 pays en 2010. Cela démontre aussi le caractère multiculturel également du Canada, que certains appellent, pas le nouveau continent, mais en tout cas, un pays également avec des potentialités, avec des ressources également, le nouveau monde. On parle également d'une nouvelle configuration de l'immigration. Ça vous concerne directement à travers le programme de l'expérience québécoise. On en avait parlé tantôt, mais comme je vous ai dit, ici, c'est de montrer véritablement qu'est-ce qui vous différencie des personnes immigrantes qui ont été sélectionnées sur la base d'un programme régulier. Et dans ce cadre du programme de l'expérience québécoise, la dame vous avait parlé des étudiants étrangers, mais il y a aussi les travailleurs temporaires qui font partie de la nouvelle catégorie de l'immigration économique du Québec. Et c'est un virage qui a été opéré depuis 2010 pour plusieurs raisons, nous y reviendrons. Donc, vous avez vu des travailleurs temporaires, étudiants étrangers, qui sont de nouveaux bassins de recrutement de travailleurs qualifiés. Donc, vous avez vu une mobilité étudiante internationale qui montre aussi une présence très importante également de l'immigration à travers le fait étudiant. Donc, on parle de 3 millions d'étudiants de 2003 à 2008 et selon l'UNESCO, en 2020, ce sera autour de 7 millions d'étudiants et cela marque aussi une certaine concurrence de l'immigration de manière générale puisque le Canada s'inspire aussi de l'Australie pour sa politique migratoire en ce qui concerne le recrutement des étudiants étrangers, en ce qui concerne les immigrants investisseurs, en ce qui concerne également les travailleurs temporaires, en ce qui concerne aussi le recrutement des immigrants sur la base du programme régulier. Donc, une mobilité étudiante internationale qui est présentée par des personnalités très influentes. Je donnerai les noms tantôt pour vous dire à quel point vous êtes courtisés en fait par les membres en fait, de la société d'accueil qui voient en la présence des étudiants internationaux comme une source économique, source d'influence également, une forme d'attractivité et d'autres informations en fait, qui seront données au cours en fait, de cette présentation. Donc, mais aussi le Canada ou le Québec d'une manière générale accueille en fait l'immigration dans une perspective interculturelle puisque quand on arrive dans une société, il y a en fait un certain nombre d'éléments, un certain modèle d'intégration, nous y reviendrons tantôt également. Mais l'immigration québécoise et canadienne est caractérisée aussi par un contexte de déqualification professionnelle. Quand Youssouf Baldé a lu en fait deux de mes articles qui ont été publiés dans le journal Halima, la déqualification professionnelle et la précarisation des immigrants, travailleurs qualifiés. L'autre article, c'était en fait sur accélérer l'intégration des immigrants. Youssouf me disait, mais nous vivons la même chose que les immigrants qui ont été choisis sur la base en fait, régulière de l'immigration. Donc ça m'a amené à une certaine réflexion. Si les étudiants étrangers vivent la même situation donc de chômage,
de racialisation de la pauvreté, de précarisation, de salaires très bas. Peut-être que aussi au niveau de leur démarche, il y a des éléments qui ne sont pas maîtrisés ou qui ne peuvent pas valoriser d'une certaine façon devant un employeur, puisque c'est important de séduire, convaincre et rassurer un employeur. Peut-être aussi quand ils vont chercher un emploi, il y a une façon aussi de présenter le CV qui ne correspond pas aux normes et règles québécoises, malgré qu'ils soient dans cette société et que aussi le simple fait d'être en contact avec des réseaux privilégie également le recrutement. Peut-être aussi, ils n'ont pas été bien encadrés, bien coachés. Peut-être aussi, ce n'est pas aussi une question d'être au bon moment, au bon endroit. On en reviendra également. Donc, il y a un élément de plus chez les étudiants étrangers, c'est qu'au niveau, par exemple, des immigrants qui ont été choisis sur la base régulière, programme régulier, c'est-à-dire qui sont passés depuis, qui ont fait leur démarche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, contrairement au programme de l'expérience québécoise qui est 20 jours. Donc, ces immigrants-là, on leur demande en fait une formation de mise en niveau, de formation d'appoint par les ordres professionnels et les employeurs. Les étudiants étrangers ne sont pas considérés par cette situation parce qu'ils sont déjà dans des formations qui répondent aux besoins et aux exigences des employeurs québécois. Quand on arrive aussi dans une société, évidemment, on intègre aussi un débat. Donc, le débat aussi, c'est un contexte identitaire, puisqu'on est étudiant étranger, mais malgré le fait qu'on soit étudiant étranger, quand il y a des débats qui se posent, on est d'une façon ou d'une autre aussi interpellé par ce débat, qu'on soit étudiant, parce que quand quelqu'un vous rencontre dans la rue, il ne sait pas si vous êtes étudiant ou si vous êtes immigrant de certaine façon, d'où une certaine compréhension en fait, du modèle identitaire en fait, qui existe également. Le temps ne me permet pas d'approfondir en fait ces éléments et tout, mais peut-être on aura l'occasion dans la période des questions d'y revenir là-dessus. Mais il y a une certaine particularité, une certaine spécificité également du modèle d'intégration québécois. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un besoin d'une nécessité de redevenir également ce modèle d'intégration, puisque la diversité devient de plus en plus grande. Et la diversité qui est une source de richesse peut amener parfois aussi des tensions. Ce qui fait qu'il faut, d'une certaine façon, s'entendre sur une façon de vivre, ce qu'ils appellent le fameux vivre ensemble harmonieux, mais en même temps aussi sur un certain nombre de codes culturels, sur un certain nombre de règles. Donc, sur le plan ethnoculturel, il y a plus de 215 origines ethniques du Canada, selon le recensement de 2006. Moi, je me base la plupart du temps sur le recensement de 2006. Djibril est là comme chercheur, comme enseignant, il comprend pourquoi. Parce que le recensement de 2011 est biaisé d'une certaine façon, puisqu'on a eu affaire en fait à non pas un questionnaire qui était long et obligatoire, mais aussi volontaire. Et même les petites communautés se sont offusquées du fait que le recensement ou en fait l'échantillonnage de 2006 où les critères soient changés et tout. Donc, le recensement de 2006 est beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus crédible pour les chercheurs et pour les analystes. Mais cela ne va pas empêcher parfois qu'on fasse une comparaison avec le recensement de 2011. Donc 19,% de la population canadienne également, une ethnicité ou une diversité qui va être encore beaucoup plus grande dans les années à venir, selon les projections d'ici 2031. C'est pourquoi dans le débat identitaire, il y a une certaine crainte et tout, parce que les gens vont dire, ben, écoutez, de plus en plus, l'immigration va prendre une très grande place, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais en même temps aussi, quelles sont les règles pour qu'on puisse vivre ensemble de façon harmonieuse également? C'est ça aussi la définition, mais tout le monde n'est pas d'accord sur une règle par rapport à une autre également. Donc, si on s'en tient par exemple à ces projections démographiques d'ici 2031, on verra par exemple que des groupes de minorités visibles. Les groupes de minorités visibles sont définis en fait par la loi comme des personnes qui appartiennent par exemple ou qui sont originaires de l'Afrique, d'Haïti également, du Maghreb également, les Sud-Asiatiques. C'est ce qu'on appelle les minorités visibles. Ça, c'est sur le plan juridique. Sur le plan sociologique, il y a certains qui vont dire minorités racisées. Donc, mais on n'est pas aussi d'accord sur l'appellation également. Est-ce que minorité visible, minorité racisée, minorité ethnoculturelle, ou québécois, ou néo-québécois, ou néo-canadien. En tout cas, il y a une formulation au niveau de la terminologie, parfois qui fait débat aussi. Donc, on regarde également au niveau de la représentation des minorités visibles. On parle de 63% de la population à Toronto, 59% à Vancouver et 31% à Montréal. Donc, on voit toujours que
l'Ouest canadien occupe encore une place beaucoup plus prendre au niveau, par exemple, de l'immigration. Donc, les modèles d'immigration, vous les voyez ici, comme je vous ai dit, le temps ne va pas me permettre d'aller en profondeur sur ces concepts-là, mais on parle de melting pot aux États-Unis. Ici, les gens disent multiculturalisme. Au Québec, on parle de Québec interculturel. Maintenant, les deux principaux partis politiques ne s'entendent pas sur la définition réelle, en fait, de l'interculturalisme, parce que pour certains, en fait, l'interculturalisme se résume justement à ces trois valeurs essentielles: la primauté du fait français. D'autres disent on ne devrait pas parler de la primauté du fait français, mais le français langue commune. D'autres adeptes aussi disent non, pas langue commune, le français langue d'usage. Donc, il y a une nuance là-dessus. On parle aussi de l'égalité homme-femme. Jean Charest disait l'égalité homme-femme est une valeur universelle. En Ontario également, c'est une valeur qui est prônée. Les groupes féministes disent non, il y a eu en fait un recul de nos droits et on est en droit de dire que par rapport à nos acquis également, il faut qu'on lutte pour préserver cela. Et pour ceux qui ne sont pas là, c'est ça qui a amené un débat sur la crise identitaire, le débat sur les accordements raisonnables ou déraisonnables, ensuite la charte des valeurs canadiennes également est intervenue là-dessus. Donc il y a un autre aspect qui définit selon certains l'interculturalisme, c'est-à-dire la laïcité. La laïcité, certains disent est-ce que c'est une laïcité ouverte? Ça, c'est le Parti libéral du Québec qui parle de laïcité ouverte. D'autres, ils disent laïcité tout court, c'est le Parti québécois. Les électeurs, pour l'instant, ont tranché cette question, mais cette question revient en suspens parce qu'en même temps aussi, il y a quand même une certaine accalmie, mais à un certain moment, dès que des dossiers sur les accordements déraisonnables, entre guillemets, vont ressurgir, on va revenir en fait sur ces éléments. Ensuite, également, on parle de multiculturalisme canadien. C'est une juxtaposition des cultures également. Et dans la redéfinition même du modèle canadien, on parle de trois peuples fondateurs. On parle du fait français, du fait anglais et aussi également des Premières Nations également. Et là, en fait, ça se différencie un tout petit peu de ce multiculturalisme qui est prôné par Trudeau père, parce que Trudeau père est le père en fait du multiculturalisme canadien, et en même temps avec le virage conservateur, il y a une certaine approche, une autre dynamique également. On parle du multiculturalisme de la Grande-Bretagne ou du modèle communautaire, et en Grande-Bretagne, on a vu comment on acceptait même les personnes qui avaient l'habitude de faire des prêches très en fait, controversées pour, par exemple, contre même la population d'accueil. Et en même temps, en Angleterre, on acceptait ça, ce qui est impossible et au Canada ou au Québec de manière générale. La France assimilationniste jacobine et indivisible. Donc ce modèle-là, on ne veut pas de ce modèle, comme on ne veut pas en fait d'un modèle où on dit que tout est permis. L'entre-deux reste l'interculturalisme. Et selon moi, la définition que je fais de l'interculturalisme est une manière de pouvoir profiter ou en tout cas reconnaître les aspects positifs de la société d'accueil, tout en ne reniant pas nos valeurs de la culture d'origine, de nos cultures. Parce que c'est hyper important, puisque aussi le dialogue interculturel est une responsabilité de chacun. Et le documentaire également d'Élise tout à l'heure montrait également qu'on a à apprendre de chacun. Et c'est hyper important, le monde moderne se construit sur cette diversité-là. Ce qu'il faut retenir en fait dans tous ces concepts, c'est la contextualisation de ces concepts. Qu'on parle d'interculturalisme, de multiculturalisme, qu'on parle aussi du modèle français, ces concepts s'adaptent au niveau de leur temps, au niveau aussi de leur philosophie, au niveau de l'histoire. C'est pourquoi quand on a voulu parler ici de laïcité, le modèle français laïque est complètement différent du modèle québécois parce que la laïcité est inscrite même dans l'article 1er également de la Constitution française et la France a une histoire que ne partage pas le Québec. Donc chaque peuple traduit en fait au niveau de ses valeurs la façon dont on accueille en fait les personnes immigrantes, mais aussi la façon aussi dont le modèle d'intégration devrait se faire. Donc comme dans toute société, les individus vivent avec leur ressemblance tout en ne niant pas leur particularisme, effectivement. Et ce que je disais tantôt, il n'y a pas de consensus sur cette définition-là. Mais il faudra retenir que le Québec est une société inclusive basée sur le consensus et le compromis. Quand on dit consensus et compromis, c'est hyper important. On ne parle pas d'unanimité, mais de consensus et de compromis. Et ça, dans la recherche d'un emploi, pour quelqu'un, aussi bien étudiant étranger, qui décide de suivre de choisir de travailler au Québec, au Canada, c'est hyper important de comprendre cette logique-là dans la façon aussi d'intégrer le marché de l'emploi parce que les employeurs vont vous poser un certain nombre de questions qui font allusion à cet aspect.